Bonsoir les Itata et bienvenue dans votre émission quotidienne, votre rendez-vous quotidien qui questionne notre société et qui la questionne à la lumière de ses récits, de ses histoires et aussi de ses blessures. C'est en cela que ce soir, nous aborderons un chapitre assez profond de notre Martinique, le colorisme. Vous savez, cette discrimination qui est basée sur la teinte de la peau, la couleur de peau en dépit ou avec le degré de mélanine, on dira qu'elle a. Alors, dans notre Martinique, on parle de colorisme. C'est un héritage qui est assez lourd, qui est né, paraît-il, dit-on, on a un historien avec nous, qui nous confirmera ou pas ce fait, qui est né donc dans les plantations, qui a été nourri par le système esclavagiste et qui a été encouragé par tout ce qui est imaginaire collectif. En effet, à l'époque, vous vous en souvenez, vous l'avez lu dans les livres d'histoire comme nous-mêmes, plus tu étais clair de peau et plus tu étais près du maître et donc humain, plus tu étais foncé, plus tu étais noir et plus tu t'en éloignais et plus tu étais proche de l'animal. Et d'ailleurs, on en a ressorti un certain nombre d'adjectifs, mulâtre, chabin, etc., qui perdurent encore aujourd'hui. Pourquoi est-ce que dans ces schémas aujourd'hui sont encore là? Nous les reproduisons, nous utilisons ces expressions encore aujourd'hui et elles ont traversé ces expressions, les générations, les siècles. Aujourd'hui, nous ne parlons pas de beauté, nous ne parlons pas de préférence, nous questionnons plutôt un système de valeurs. Merci à vous d'être avec nous. Parlons à nos invités et laissons-leur aussi la parole. Merci à vous quatre d'être là ce soir pour traiter ce sujet. Alors, certains d'entre vous êtes des habitués de ce plateau et je vous remercie d'être là. Et nous avons un tout nouvel invité ce soir en la personne de M. Thérésine Philippe. Bonsoir, M. Thérésine, merci d'être avec nous. Alors, je vais vous présenter très, très rapidement. Vous êtes un citoyen engagé dans la cause, justement, contre le colorisme. Alors, en quelques mots, est-ce que vous pourriez, de manière à ce que je présente tout le monde, avant de débattre sur la question du colorisme en Martinique, nous dire pourquoi c'est important pour vous d'être ici et de participer à ce débat? Alors oui, c'est très important pour moi parce que c'est une injustice que j'ai vécue dans ma chair. D'accord. Ayant des amis, je dirais, noirs, on va le définir comme ça, j'ai vécu à côté d'eux des injustices qui ont façonné, je dirais, tout leur comportement. D'accord. Et donc, je ne pouvais que répondre oui à cette émission parce que bon, j'ai aussi mon témoignage à apporter. Et, on l'écoutera. On l'écoutera avec plaisir dans un instant. Merci à vous d'être là. Je me tourne vers vous, Monsieur Mangata. Eugène Jean-Michel, bonsoir. Bonsoir. Et encore merci d'être présent. Nos téléspectateurs, nos Itata vous connaissent également, non seulement sur notre plateau, mais également sur les réseaux. Donc, Monsieur Mangata, vous avez, quand je vous ai contacté, contrairement à beaucoup d'autres, vous avez tout de suite accepté cette émission. Et comme Monsieur Thérésine à côté de vous et les deux autres amis à côté qui sont là, deux autres invités, pourquoi? Pourquoi participer? Pourquoi? Parce que je m'en rends compte maintenant. Moi, je suis né en France. J'ai vécu 30 ans en France avant de venir en Martinique. Et donc, je me suis rendu compte, en arrivant en Martinique, que le colorisme, il existait en France. Chez certaines personnes, même chez les Antillais. Moi, je me suis rendu compte ici qu'il existait chez ma mère. Et que ma mère, en tant que, je dirais, négresse, comme moi, enfin un peu plus foncée que moi même, et même descendante d'Indiens, puisque c'était les Indiens coulis, elle s'était positionnée à l'intérieur de ce colorisme et impossible pour elle je dirais, de s'évaluer autrement qu'à travers cette relation particulière qu'elle avait par rapport aux gens d'autres couleurs. Et son positionnement à l'intérieur de cette échelle qu'elle avait, comment dirais-je, qu'elle avait acceptée, en fait, qui lui avait été imposée en Martinique quand elle était là, mais qu'elle avait transportée en France et à l'intérieur de laquelle elle vivait, quoi. Wow, d'accord. Et j'ai trouvé ça chez pas mal d'Antillais à l'époque. En France et ici en Martinique? Ici, ça s'est reproduit, mais d'une autre manière. On en parle dans un instant. Voilà. Merci à vous. Je me tourne vers vous, Cathy Amélie Louis-Géry. Merci, vous êtes là en tant que thérapeute et venue également apporter votre lumière. Alors, toute cette considération de notre société par rapport à la teinte, par rapport à la couleur de peau, donc dans un seul groupe ethnique, ce colorisme-là, est-ce que ça laisse des traces sur le mental oui, ça laisse des traces et parfois on n'en a pas conscience parce que finalement notre société elle repose quand même sur des biais racistes et ça sous-entend qu'en fait
on établit une espèce de supériorité entre les êtres humains à cause de leur couleur de peau. Et le racisme, en fait, sur laquelle repose justement la société, parce qu'en fait, c'est quelque chose de vraiment structurel, on ne s'en rend pas compte. Parfois, on peut avoir du racisme intériorisé. Et finalement, de ça découle le colorisme, en fait, qui est finalement... souvent on ne se rend pas compte, mais ça peut être aussi un moyen de protection contre justement du racisme qu'on a vécu, du racisme intériorisé, sans qu'on s'en rende compte. Parce qu'à un moment donné, dans le groupe racisé, on a aussi besoin d'établir une certaine hiérarchie en fait, pour pouvoir s'imposer, revendiquer qui l'on est, avoir retrouver une estime de soi. Donc, ce n'est pas la meilleure façon, peut-être, mais en tout cas, ça existe. D'accord, et vous nous direz comment en sortir. Monsieur Jean-Louis Fonsa est avec nous ce soir. Merci à vous, Monsieur Fonsa, d'être là, de participer à ce débat et d'enrichir de vos connaissances, puisque, vous le savez, les Titata, Monsieur Fonsa est un historien qui, à plusieurs reprises, eu l'occasion de nous éclairer de ses lumières. Alors, ce soir encore, Monsieur Fonsa, dites-moi, en anthropologie, on parle du colorisme comme une hiérarchisation raciale interne, donc dans un même groupe ethnique. D'où vient historiquement ce colorisme que nous subissons? Alors, je ne suis pas anthropologue, je suis historien. Oui, donc, bien sûr. On utilise aussi anthropologie en histoire, puisque c'est une science annexe. Tout à fait. Et le thème colorisme me pose problème, dans la mesure, le blanc est une couleur. Donc, s'il y a du colorisme parce que nous sommes noirs, il y a du colorisme parce qu'il y a des blancs. Donc, la question n'est pas ainsi que je la pose. Je la pose de manière historique, c'est-à-dire comment, dans les sociétés coloniales et postcoloniales, comme la nôtre, la question de la couleur, jusqu'à ce jour, existe ou préexiste. Et on se définit par rapport à la couleur, par rapport à l'espace, par rapport au lieu où nous sommes, etc. Même dans les familles, comme vous racontiez, etc. Et pour bien comprendre ça, il faut obtenir trois choses. Première chose, la religion, c'est-à-dire la Bible. Premier élément de construction, si vous voulez. Dans la Bible, il y a un épisode bien précis. C'est après le déluge, Noé, ses fils. Regarde, il y a un qui le prend nu. Et il s'appelle Cham. Et il est banni par Noé en disant, tu seras esclave et tous tes descendants sont esclaves. Et très longtemps, le monde occidental, je parle du monde occidental, je ne parle pas du monde asiatique, je ne connais pas, le monde occidental s'est appuyé sur cet élément de la Bible pour dire que le fils de Noé, Cham, était un noir puisqu'il était esclave. Donc, on a transposé ça au moment de la colonisation. C'est le premier élément. Deuxième élément important de la construction aussi, de ces aspects aussi, c'est quand quand l'Occident reconquiert l'Espagne dans la main des Arabes, ils disent qu'il faut convertir ces Arabes ou les Espagnols qui ont été islamisés. Ils disent comme ils ne sont pas chrétiens, donc ils n'ont pas d'âme. Donc on étend cette notion autour de la Méditerranée et même, si vous voulez, les premières côtes africaines, puisque les Portugais, les Espagnols fréquentaient. Et la hiérarchie catholique, c'est-à-dire les papes de l'époque, Urbain, etc., qu'est-ce qu'ils décident? Ils décident, au traité d'Algésiras, de séparer le monde en deux. J'ai le monde extra-natural, c'est-à-dire les autres. Ce n'est pas le monde qui est dedans, donc on peut les occuper, on peut les tuer. Et puis les naturels, ce sont les occidentaux. Et de là naît, parce que la religion catholique et le christianisme, un élément important, c'est aimez-vous les uns les autres. Or, comment réduire les gens à l'esclavage alors que la religion dit qu'il faut les aimer. Et donc, ils décident que les Africains, enfin, ces populations hors de la zone géographique européenne, qui ne sont pas chrétiens, donc n'ont pas d'âme, donc on peut les réduire à l'esclavage. Voilà comment c'est né. Donc c'est de là qu'est né. Et à partir de... Aujourd'hui, l'Église réfute effectivement cette partie de l'Ancien Testament, c'est le charme, en disant c'est pas ça le problème, mais en fait, pendant des siècles, c'est ça qui a régi. Et on réduit en esclavage quoi? Évidemment, des Africains pour les transplanter dans les colonies. Chez nous, en Guadeloupe, Martinique, Haïti, l'Amérique du Sud, etc. Ça, c'est la traite négrière. Et comme ce sont des Africains, et comme ils ne sont pas des chrétiens, donc ils n'ont pas d'âme, on peut les réduire en esclavage. Il y a eu deux premiers. Ça, c'est le premier étymologiquement. Puis il y a trois éléments importants à expliquer.
Deuxième important, c'est le code noir. Le code noir définit la racialité des esclaves dans les colonies. Ça, c'est important. Alors, je dis aux gens, souvenez un truc, hein, l'article 1 du code noir, ce n'est pas pour les Noirs, c'est pour les Juifs. L'article 1 du code noir, ce n'est pas la définition des Noirs, c'est les Juifs. Donc, l'article 1 du code noir dit il faut expulser et chasser des colonies tous les Juifs et saisir leurs biens. Donc, le code noir, c'est pour montrer bien comment le racisme, ce n'est pas un racisme né à la couleur, c'est un racisme né, si vous voulez, à l'expression religieuse d'abord. Les Juifs ne sont pas des chrétiens. Donc, on les exclut. Vous avez vu, c'est eux qui ont tué le Christ, donc on les exclut. Et ensuite, donc ils n'ont pas d'âme. Deuxièmement, les Noirs, les Africains amenés ici, on les exclut parce que ce sont des païens. Donc, ils n'ont pas d'âme. Donc, on les réduit à l'esclavage. Et le Code noir rédige, en 60 articles, rédige la réglementation. Mais ça va encore plus loin. Parce que pendant, en Martinique et en Guadeloupe, à partir de 1720, ça s'appelle, j'explique ça, les codes vestimentaires. Qu'est-ce que c'est les codes vestimentaires? C'est-à-dire, dans cette société esclave coloniale, est né, si vous voulez, ce qu'on appelle des libres de couleur, des métis, si vous voulez, vous avez ça tout à l'heure, et qui s'habillaient très bien, etc. Et qu'est-ce qu'ils font, le conseil souverain et le gouverneur, pour exclure ces gens-là, cette catégorie sociale? Ils les interdisent de s'habiller, de ceci, de cela, de manière de la soie, des bijoux, etc. Mais en plus de s'habiller, ils exercent aussi des métiers tels que la médecine, tels que l'orfèvrerie, etc. On les exclut. C'est pour bien s'asseoir à domination. Ça, et après, alors ça dure jusqu'en 1830. Ça prend 1830. Les libres de couleur ont pu avoir, si vous voulez, avoir un registre d'état civil. D'ailleurs, ceux qui s'occupent de l'histoire, Bicêtre a été condamné parce qu'il a demandé les députés. Alors, j'ai un troisième point important, c'est après 48. Alors, avant d'aller au troisième point, qu'est-ce qui expliquait, dans ce que vous nous expliquez, M. Fonsa, que les libres de couleur, justement, avaient droit à ces privilèges que les autres n'avaient pas? Il n'y a pas de droit privilège. Les libres de couleur... quand même, d'après ce que vous dites, ils pouvaient... Non, c'est-à-dire on leur interdisait de s'habiller, parce que les libres de couleur... L'interdiction, mais il y avait les accès à l'orfèvrerie... évidemment, parce que les libres de couleur... Alors, je prends l'exemple de Bicêtre. Bicêtre, je vous dis, c'est le cousin de Joséphine de Beauharnais. Son grand-père, c'est M. de la Pagerie, au Troisilet, ok, et qui a eu un enfant avec une dame. Les deux familles se fréquentaient. Et quand Bicêtre, en 1823, on trouve chez lui un petit document qui décrit la situation des hommes de couleur libres dans les colonies, ils demandent le même statut que les colons. On l'arrête, on le condamne au bagne et à la galère. On lui met une fleur de lys en lui rappelant, tout en étant, ça s'appelle libre de savane, mais sa mère étant fille d'esclave, c'est écouté au 20e, c'est-à-dire dans le Code noir, l'enfant né d'une femme esclave est une esclave. Un statut d'esclave. Un statut d'esclave. Même s'il est sous l'habitation, mais il a un statut d'esclave. Donc, pour montrer à Bicêtre que les libres, ils sont encore esclaves, même s'ils ont un statut particulier dans la société. Donc, on les bannit. Et alors, on vient après 48, c'est intéressant, parce qu'après 48, c'est la fin. Et évidemment, les rapports liés à l'esclavage, à la couleur, n'ont pas disparu. On trouve Béké Martin, qui est avocat, qui s'appelle Souké Bazèche, qui écrit un livre très important que tout le monde devrait lire, en 1884-85, je crois, s'appelle « Les préjugés de couleur aux Antilles ». Il définit comme avant les Blancs, les mulattes, les nègres, etc. Les Blancs, évidemment, c'est la supériorité. Les mulattes, ce sont les envieux, etc., etc. Évidemment, les descendants d'esclaves, ils n'ont pas de civilité parce qu'ils n'ont pas créé civilisation. Mais il dit, en conclusion, que la religion va nous aider à régler tout ça. Alors, il s'appuie sur qui? Alors, j'ai notre Français qui s'appelle Gobineau. Est-ce que vous pouvez faire court afin que qu'il y ait une circulation de la parole? Qui a épousé un descendant de colon et qui écrit un livre qui est très important, que éclaire tous les nazis, qui s'appelle « De l'origine de la discrimination des... » J'oublie le titre exactement, mais c'est ça. C'est la discrimination des races. Et
Gobineau dit, 1, la race aryenne, c'est la race 1, d'accord? 2, ce sont les Asiatiques. Et puis 3, ce sont les nègres. Alors, le nègre, les nègres n'existent pas. Pourquoi ils n'existent pas? Parce que les nègres n'ont pas créé de civilisation. Alors, il y a un Haïtien qui lui répond, qui s'appelle Athéna, etc., un autre Haïtien, qui lui répond, qui fait un livre extraordinaire de 700 pages. C'est un professeur, il a fait des études en France. Hein, vous connaissez son nom, vous dites son nom tout à l'heure. Et qui répond à Gobineau, qui dit les races n'existent pas. Parce que Gobineau s'appuie sur faciès. Il dit les races n'existent pas. Nous sommes tous des humains. Et ce monsieur, c'est haïtien qui est célèbre, qui est mort en 1910, 1911, il est né en 1950, qui était un anthropologue haïtien célèbre. Et c'est lui le premier qui a pu répondre à Souké Baziès et à Gobineau. Et il était ministre de la Culture, etc. Pour vous dire un petit peu dans l'histoire, voilà comment, si vous voulez, est née l'histoire. Alors, il y a 2 éléments, il y a 2 personnes qui sont importantes aussi, qu'il faut retenir aussi. Oui. C'est Césaire. On va retourner dessus. Fanon, puisqu'il a... Césaire et Fanon, justement, très important, on va revenir dessus. Merci. C'était un peu long, mais c'était pour Merci. Oui, il fallait... C'était passionnant. Vous êtes là pour ça, en tant qu'historien, pour nous éclairer. Et ça permet justement de mettre les fondations de notre... les placer, les fondations de notre débat. Alors, Monsieur Térésine, quid de cette transmission du colorisme, comme nous disait M. Fonsa à l'instant, depuis l'esclavage, ensuite la société postcoloniale et aujourd'hui moderne, contemporaine dans laquelle on évolue. Selon vous, le colorisme persiste-t-il aujourd'hui? Si, il persiste. Je crois que on en est tous victimes, mais je crois que le colorisme, il s'introduit dans notre société exactement comme un cancer. C'est-à-dire qu'il agit, on ne se rend pas compte. Et puis, à un moment donné, il y a des explosions comme ça. Alors, racontez-nous, comment vous avez vécu ces expériences? Alors, j'ai eu... de la discrimination? Oui, il y a eu... j'ai dû accompagner quelqu'un qui était dite noir, noir de peau, fait foncé, comme on dit. Enfin, j'aime pas trop. Je ne suis pas très à l'aise dans ces expressions-là. Mais en fait, elle était définie comme quelqu'un de... Et c'est quelqu'un que j'ai eu l'occasion de fréquenter. Déjà, il y avait déjà des paroles comme ça. Ah bon, tout ça, mulâtre qui ni belle femme qui ni Martinique, c'est en forme noire comme ça au cas. Bon, c'est récent, vous voyez, c'est pas. Et ensuite, cette personne, j'ai eu l'occasion d'entendre des réflexions, mêle noir et ceci et cela, quoi. Il s'est avéré que cette personne a été hospitalisée, et c'est là que j'ai compris les effets du colorisme, c'est-à-dire quand même à l'hôpital. Je ne vais pas nommer l'hôpital, même à l'ôpital, vous aviez un traitement. C'est-à-dire qu'il y avait un traitement où, à un moment, je raconte quelque chose qui était... elle a reçu, vous savez, il y a des relèves, elle reçoit un médicament. Mais comme elle avait fait quand même des études en biologie, donc elle sait les effets du médicament, elle s'appliquait à lire, etc. Puisque c'était, et la deuxième relève, on lui remet le médicament. Et la dame, elle lui dit, oui, mais j'ai déjà pris ce médicament. Non, vous n'avez pas pris de médicament, etc. Et elle lui dit, mais écoutez, c'est pas anti-négresse nouécon qui apprend mon travail, moi. Bon. Vous savez, des réflexions comme ça. Il y a quelqu'un de bien connu, je ne vais pas citer son nom, mais bon, il est très connu ici, grand acteur. Il se retrouve sur un brancard. On devait l'amener dans une salle d'opération. Et 2 brancardiers sont arrivés. Ils ont dit c'est un homme noir, etc. Ils arrivent. Et Gonom s'en fait. On est ça là, mais avec une désinvolture. Et il a dû recadrer ces jeunes en leur disant non, écoutez, je suis monsieur un tel. J'ai enseigné pour vos parents, j'ai enseigné pour vos machins, j'ai inspecté peut-être des gens, etc. Et il s'agissait de quelqu'un d'assez important. Et il a mais il a très bien compris que c'était parce qu'il était noir. Puisque à côté de lui, il y avait des gens plus clairs ou des gens dits mulâtres, où il y avait un certain respect. Il y avait un certain respect, donc monsieur, on vous conduit, il y avait une distance. Alors pour qu'on ne soit pas, que nos téléspectateurs ne puissent pas se dire qu'on a un peu de paranoïa, etc., est-ce que, la question est, pardonnez-moi, mais est-ce que ce ne serait pas
plutôt parce qu'il y aurait un semblant de proximité entre les personnes, et on se sent plus proche de celui qui nous ressemble, si l'autre était... Non? Vous comprenez ma question? C'était entre Martiniquais. C'est ça. Donc, je dirais que le dit Chabin, celui qui a les Cléo de Pau, ressemble à tout le monde. Enfin, on pensait que c'était une société comme ça. Mais c'est pas une question. Non, c'est pas de la paranoïa, c'est pas une question de proximité. C'est tout simplement parce que quand on a un visuel sur quelqu'un qui a la peau très foncée, on se permet de... Voilà, c'est en négresse. Bon, et après, bon, vous avez eu des insultes également. Alors, un petit fait que j'ai, c'est un homme très noir qui avait eu une altercation avec quelqu'un. Cette personne l'a traité de néga combo, néga congo, nègre ceci, nègre cela, ou sans nouer, la peau sale, sa peau. Mais j'ai assisté à ça. Et j'ai dit à cette personne, non, il faut que tu ailles porter plainte, parce que s'il est important de porter plainte, ne serait-ce que, etc. Et on va à la gendarmerie de Rivière-Salée. Et je dis, bon, voilà, j'ai été témoin, etc. Et le gendarme nous répond, monsieur, il n'y a pas de racisme entre gens de même couleur. Alors, on se dit, oui, mais il y a eu... Alors, oui, peut-être des insultes. Mais, vous savez, vous vous arrangez. C'est-à-dire que ce n'est pas judiciarisé, c'est pas judiciarisé. Voilà, parce que vous n'avez aucun recours. Et c'est ça le cancer, comme je dis. C'est-à-dire que vous n'avez pas, autant, je dirais, quelqu'un peut-être d'une race blanche, vous dira votre peau est sale et ceci et cela, on va vous traiter de tous les mots. Vous allez pouvoir entamer une action judiciaire contre cette personne et vous aurez gain de cause. Mais autant contre quelqu'un qui fait partie de votre environnement racial, on va dire ça comme ça, c'est impossible. On n'a jamais vu de procès de quelqu'un qui a été victime, qui a eu les mêmes insultes raciales et tout. On n'a jamais vu ce type de procès, parce que ce n'est pas recevable. D'accord. Selon vous, est-ce que le colorisme devrait être condamné au même titre que le racisme? Alors, deux choses. Oui, je suis convaincu que le colorisme doit être condamné. Parce qu'il faut toujours avoir une action coercitive sur le comportement des hommes. Et les amendes et les condamnations, ça fait peur. Donc la peur va changer le comportement. Mais avant cela, je crois que le colorisme doit être reconnu comme du racisme, même s'il se trouve, etc. Et chaque personne, chaque individu a le droit de défendre sa couleur de peau. C'est ça qui est machin. Quelle que soit la couleur de peau que vous avez, mais vous avez le droit de la défendre, vous avez le droit de, etc. Donc oui, je suis. Mais avant cela, je crois qu'il faut prendre à main. Il faut que cette société-là puisse avoir un bon vivre ensemble. Et il faut que dans certaines instances, qu'on reconnaisse le colorisme comme un fléau, je dirais, dans notre société, et qu'on fasse des actions pour le combattre. Plus tard, je vais dire un petit peu une action qu'on peut proposer, mais il faut déjà conscientiser un petit peu les gens sur ces aspects-là. Parce que c'est un cancer. On ne le voit pas. Vous savez, c'est quelque chose qui agit. Il y a des expressions qui sont dites comme ça. Et les gens, on ne peut pas répondre. C'est ça qui est embêtant. C'est que vous ne pouvez pas répondre quand votre maman ou votre père, ou je ne sais pas, votre tante vous dit, mais ou n'y en la peau noire ou ceci, cela. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Quelle action que vous pouvez... Vous ne pouvez pas vous défendre contre des gens, un frère ou une sœur. Vous ne pouvez absolument rien faire. Quand c'est le racisme, vous faites ce que vous avez à faire, vous allez porter plainte, etc. Mais quand ça se passe entre nous, qu'est-ce que vous pouvez faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Vous avez je ne sais pas, quelque chose là, vous ne pouvez pas la changer. C'est ça qui est... Alors, dans notre société, la question est posée à vous quatre. On a souvent entendu cette expression de « sauver la peau ». Sauver la peau, en d'autres termes, se marier avec quelqu'un d'un peu plus clair pour que les petits-enfants ne soient pas trop foncés. Est-ce qu'aujourd'hui, on l'entendait, moi je suis quadra, on l'entendait quand j'étais un peu plus jeune, souvent ce type d'expression. Selon vous, ça perdure encore dans notre société, ce type de mentalité, Monsieur Mangata? Alors moi, sur ce sujet-là, je ne peux pas répondre dans ce sens-là, parce que je n'ai jamais entendu cette expression. Oui, parce que vous avez été élevé en France. Mais j'ai vécu ce fameux colorisme d'une manière.
Alors attendez, tenez votre... Est-ce que quelqu'un d'autre voudrait répondre à cette question précisément? Alors, moi, je l'ai vécu personnellement par rapport à l'un de mes fils qui est plus clair que les autres, en fait. D'accord. Comme si on me félicitait d'avoir eu un fils un peu plus clair. Et pour rebondir un petit peu sur ce que disait tout à l'heure le collègue, effectivement, dans le domaine médical, il y a une espèce de négligence des personnes qui sont, on va dire, noires, plus foncées, parce qu'on les considère comme plus fortes. Donc, il y a eu beaucoup de témoignages, il y a beaucoup de témoignages en ce moment de personnes qui témoignent en fait des négligences qu'elles ont à l'hôpital quand elles doivent accéder à des soins, où elles vont être plus négligées parce qu'elles sont noires, parce qu'on considère que l'homme noir, la femme noire est résistante, ou soit on considère que elle va être dans l'abus, en fait, quand il y a une femme qui... Parce que quand on accouche, ça fait mal. Et donc, quand une femme noire s'exprime, on va dire qu'elle va être dans l'abus, alors qu'une femme blanche, il faut dire ce qui est, c'est quelque chose de tout à fait normal. Et pour rebondir aussi sur ce qu'il disait, c'était très intéressant. Ça m'a fait Fonsa. Ça m'a fait penser un peu au texte de l'Esprit des lois de Montesquieu qui dit effectivement que, en fait, il essaye de faire une espèce d'argumentation par l'absurde en disant que si j'avais à défendre l'esclavage, eh bien, effectivement, comment Dieu a pu mettre une âme dans un corps aussi noir alors que lui, il est pur. Et justement, voilà, donc si un être humain n'a pas d'âme, ça veut dire en fait c'est pas un être humain finalement. Et donc, ça vient toucher justement à tous ces traumas transgénérationnels qui nous sont transmis, parce que les esclaves, finalement, ils ont été traumatisés, ils n'ont jamais guéri de ces traumas-là. Ces traumas se sont transmis et aujourd'hui, on les vit encore. C'est-à-dire que cette idée de « j'ai pas d'âme », alors comment est-ce qu'on peut... Comment est-ce qu'on peut se sentir bien avec soi-même s'il y a cette culpabilité, vous voyez, par rapport à la religion, par rapport à sa couleur de peau? Est-ce que je mérite, en fait? Et on voit par rapport à l'exemple de l'hôpital que tu donnais tout à l'heure que finalement, on n'a pas de moyens d'agir et en fait, finalement, on va commencer à se soumettre un petit peu à ce qui nous est proposé et ne pas réagir, en fait, et vivre ça et dans la pacification. Voilà. Alors, quelque chose m'a interpellée quand même dans le témoignage de M. Térésine à côté. C'est quand vous disiez, M. Térésine, vous essayiez de qualifier en disant il était un peu noir, etc. Et j'ai noté, vous avez dit, je ne suis pas très à l'aise avec ça. Mais pourquoi, comment est-ce qu'on peut expliquer qu'aujourd'hui, on a du mal à dire il est foncé de peau, il est noir? Pourquoi est-ce que ça ressemble encore aujourd'hui, quand on le dit, à presque à une insulte, en fait? On est gêné, on est honteux de dire que cette personne est plus foncée qu'une autre. C'est associé. C'est-à-dire que là, il faut comprendre que dans nos sociétés, dans notre culture, je dis que la culture martiniquaise, les couleurs sont associées à des statuts. Alors, quand je dis, bon, il est noir, il y a tout un... Vous savez, il y a quelque chose qui vient derrière, quoi. Et ça me gêne. C'est péjoratif, en fait. C'est péjoratif. J'aurais aimé qu'il n'y ait pas de... couleur, en fait, dans ce monde-là, qui est ni noir, etc. Qu'on soit simplement des hommes. Oui, et quand je définis quelqu'un dans sa couleur, je définis également, je dirais, la société ou la case que cette personne la représente. Vous voyez? Et je dis, je ne suis pas à l'aise dans ça. D'accord. C'est un peu compliqué. Oui, alors, voilà. Mais après, bon, il faut définir les gens. Il faut dire, il était noir, il est ceci, il est cela. Mais bon, moi, j'aurais préféré un jour être dans un monde où on dit, bon, c'est un homme qui a fait telle ou telle chose. Ouais, mais voilà, j'aurais aimé vivre dans un monde où le fait qu'on définisse une personne par sa couleur soit juste parce qu'il est de cette couleur, et puis point barre, quoi. Voilà. Et qu'on arrête de se soumettre au diktat des autres, parce que c'est un diktat qui a fait qu'on décide que être noir, c'est ceci, être belge, c'est cela, être assez avec ça. C'est pas parce que d'autres l'ont inventé et nous l'ont imposé qu'on doit se soumettre encore à ça. Quand la chose s'avère être aberrante et contradictoire, c'est pas possible. C'est un peu comme si on nous disait, ou si un jour quelqu'un nous avait dit qu'il fallait toujours marcher à cloche-pied. Et puis un jour, on se rend compte que on a deux pieds et c'est mieux de marcher avec les deux pieds. Donc à un moment donné, on arrête de suivre l'autre. Voilà. Moi, j'entendais, comment dirais-je, monsieur l'historien, et puis je t'attendais toi, je vous entendais tous les deux, poser vos discours sur les dogmes des autres. Moi, c'est comme ça que je le ressens. C'est-à-dire que tous ces discours, comment dirais-je, sur l'ethnicité, sur tout ça, tout ce que vous dites là, sur cette histoire, c'est l'histoire qui a été construite à travers l'histoire de l'autre. Moi, je n'arrive pas à m'identifier là-dedans. C'est-à-dire que pour moi, elle est noire.
point barre. Il est noir, point barre. Ça s'arrête là. C'est pas parce qu'il y a un passé derrière, c'est pas parce qu'il y a un truc derrière, c'est parce que c'est comme ça que je le vois. Et pour moi, il n'y a rien de péjoratif. Et je refuse qu'il y ait quelque chose de péjoratif là-dedans, parce que c'est l'autre qui a décidé que c'était péjoratif. Et accepter... Je pose une question. Oui. Une question très simple. Vous aurez été dans une autre société. Est-ce que vous vous définissez comme noir? Mais je ne suis pas dans une autre société. Voilà, donc je ne peux pas faire cette comparaison. Je suis dans cette société martiniquaise et je suis, moi, que ce soit dans la société. Quand j'étais en France, je m'identifiais comme noir. Quand j'étais en France, je m'identifiais comme noir. Vous êtes issu comme de la Martinique, même si vous étiez en France. Mais oui, mais c'est pas... Non, pas de problème. Je ne pose pas le problème sur l'appartenance géographique. Non. Je pense simplement au niveau de la pigmentation de la peau. Au niveau de la pigmentation de la peau, c'est-à-dire qu'on a hiérarchisé les races en fonction de la pigmentation de la peau. Mais maintenant, moi, je remets en question celui qui a hiérarchisé les races. C'est-à-dire que tout le monde part de principe que finalement, que celui qui a hiérarchisé les races, il a eu raison. Pourquoi vous dites ça? Mais c'est ce que vous avez perçu, M. Mangata, dans ce qui a été dit? C'est-à-dire qu'à partir du moment où on parle de ces couleurs, on débat sur ça, c'est parce qu'il y a quelqu'un un jour qui a décidé que les races, elles étaient de telle façon, en fonction de leur couleur. Et comme lui, je suppose qu'il était blanc, il s'est mis en haut de l'échelle. Tout le monde a accepté ce point de vue et maintenant, on débat autour de ça, mais toujours en partant du principe que celui qui avait inventé les races, le principe de racialité, en fait, il avait raison, alors que non. Moi, je dis qu'il n'a pas raison. Je pense que M. Térésine a été très clair là-dessus. Il l'a dénoncé clairement. Hein. En fait, je n'ai pas l'impression qu'il se base de ce point de vue, mais plutôt, il parle des conséquences, en fait. C'est ça. Aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des conséquences par rapport à ça, et ces conséquences sont visibles parce que la société repose là-dessus. Alors oui, effectivement, à la base, il y a quelqu'un qui a décidé, plusieurs personnes se sont entendues par rapport à tout ce que le collègue nous a dit par rapport à cette histoire. En fait, il y avait un côté social, un côté matériel, finalement. Une construction. Voilà, c'est une construction sociale. Le racisme, mais aujourd'hui, cette construction sociale, c'est sur ça que notre société repose et en fait, elle a des conséquences. Elle a des conséquences même chez les gens qui appartiennent à une même communauté, si on peut le dire comme ça, parce qu'on a intégré des biais racistes. Quand, en tant que femme noire, on va se positionner en disant que les hommes noirs sont trompeurs, ils sont violents, ils sont volages, voilà, etc., c'est qu'on a intégré ces biais racistes. Exact. Alors, comment faire? Il faut maintenant se déconstruire et peut-être réhabiliter certaines choses, mais à notre propre compte. C'est-à-dire, on a commencé à utiliser des mots de façon péjorative, mais on peut le faire maintenant de façon améliorative. Ouais. Et je trouve que les jeunes le font très bien, notamment à travers la musique, où même entre eux, maintenant, ils se disent « et négro », comment ça va, etc. C'est-à-dire qu'ils se réapproprient le vocabulaire. J'ai dit « belle négresse ». Quand je vous entends, je vous parle, bonjour belle négresse, parce que pour moi, c'est un titre. En fait, pour moi, c'est un titre. Non, c'est un titre. C'est un titre. Non, une belle femme. C'est une belle femme. C'est une belle femme. Mais justement, j'en fais un titre. Mais j'en fais un titre de noblesse. Non, en l'appelant belle négresse, j'en fais un titre de noblesse. J'affirme sa grâce. C'est comme ça que moi j'ai décidé. C'est une fierté, une forme de fierté pour moi. Non, mais Laurent dit aussi, enfin, Laurent dit c'est belle négresse, concerne négresse pas plus belle. Mais en fait, ça, ce sont tes croyances en fait qui te font dire ça. Alors que lui, il a juste donné une information. Non, mais la croyance n'est pas, elles ne sont pas du ciel. Elle est issue de la société, de la famille, de l'histoire. Ce n'est pas par hasard si aujourd'hui, dans nos communautés, en Martinique, en Guadeloupe, les communautés post-coloniales qui ont mis sur l'esclavage, ce débat existe. Vous avez vu, ce n'est pas par hasard si nous sommes dans un débat là-dessus ce soir. C'est parce que, enfin, ce que vous appelez le coloriste, ou encore ce que j'appelle moi les contradictions liées à la couleur, liées évidemment à ce code noir qu'on nous a imposé pendant des siècles, nous oblige aujourd'hui à nous poser la question comment sortir de cette colonialité? Parce qu'il faut sortir de cette colonialité. C'est la colonisation qui nous a mis ça en place, il faut en sortir. Alors, il y a des gens qui ont pensé à ça, il ne faut pas faire d'illusions. Il y a des penseurs qui ont ça. Il y a un gars qui s'appelle Albert Mény, qui a fait un livre qui s'appelle Le portrait du colonisé, qui explique ça très bien. Fanon, qui a 100 ans cette année, dans Peau Noire, Masque Blanc, etc., il explique ça très bien. C'est-à-dire, c'est l'autre qui nous dit que nous sommes noirs, c'est nous. C'est l'autre. Il dit il faut lui renvoyer ça, en lui disant
c'est où qui a dit mon sang nègre? Mais où sont-ils? Mais mon sang humain, vous savez, tu as dit. C'est ça. Il y a ça. Il y a ça. Donc, si vous voulez, c'est pas par hasard si aujourd'hui, dans notre société martiniquaise et coloniale, parce que vous voulez, la question se pose, si vous voulez. On en discute toujours. Mais oui. Alors, aujourd'hui, en fait, la question aussi serait quel est l'impact de ce colorisme sur notre propre estime de soi? Comment est-ce que nous, on se voit et comment est-ce que vous parliez tout à l'heure de ces mots qui sont pour vous des qualificatifs? Monsieur Thérésine, vous dites, mais pourquoi pas dire c'est une femme et pas une belle négresse? Oui, c'est une mais femme. est-ce que vous, quand on vous dit que vous êtes une belle négresse, comment vous le prenez-vous? Je le prends très bien, en fait. Et je pense que c'est ça, c'est vraiment se réapproprier les choses. Comme ça ne m'a jamais été présenté négativement et que je n'ai jamais interprété comme tel. Après, ça ne veut pas dire que je n'ai jamais vécu de racisme ni de colorisme. Bien au contraire, parce que la société repose là-dessus. Et si on vous dit vous êtes une belle femme, c'est pas suffisant? Mais en fait, pourquoi vous voulez... pourquoi voulez-vous colorer votre beauté? Non, mais en fait, voulez-vous qu'elle ne le fasse pas? Pourquoi veux-tu qu'elle ne le fasse pas? C'est une question d'identité. Voilà, aussi. mais Là, la couleur, c'est aussi une simple information. Je pose une question. Pourquoi voulez-vous colorer votre beauté? Je n'ai pas coloré ma beauté, mais la couleur est aussi une caractéristique. Alors, je dis, on peut avoir des yeux bleus, des yeux marrons, des yeux verts. Voilà, j'ai à côté de moi une belle femme bien habillée, etc. Je ne dis pas c'est pas une belle négresse, je dis c'est une belle femme bien, etc. Pourquoi? Parce qu'en fait, plus, en mettant la notion de couleur dans la beauté, c'est-à-dire, c'est parce que mien négresse qui belle. C'est ça. Mien négresse qui belle. Alors, conscient négresse papier belle de manière. Ouais, en fait, ça veut dire. Belle de manière très sec, c'est-à-dire. Parmi les négresses. Il y a une belle, mais parmi les femmes. Oui. De manière universelle, est-ce qu'elle est belle? C'est ça qui appelle la décolonialité, c'est-à-dire sortir des schémas qu'on nous a imposés d'esthétique, parce que c'est d'esthétique, madame, hein, c'est un schéma d'esthétique, pour dire, mien belle négresse, vous êtes une belle femme, de chez Cher, anthropologue, enfin, monsieur, madame, etc. Point la ligne. Tu vois? Mais alors, il y a deux éléments importants, c'est la culture. Bien sûr. La culture, c'est-à-dire l'école, parce que l'école nous a appris aussi à nous mépriser nous-mêmes. Il y a la culture, il y a l'école. Il y a la société telle qu'elle a été conçue, puisque la société, elle est en nous, elle est hors de nous. Elle est en nous parce qu'on a créé des liens entre nous. Mais justement, en tant qu'historien, je vous interromps 2 secondes, Monsieur Fonsa, peut-être pour que les explications soient encore plus claires pour nos auditeurs. Il semblerait que, d'après ce que vous dites, que plus les traits soient européanisés, soient proches du colon, du blanc, du maître blanc, plus cette personne est belle, ou elle est mariable, ou elle est riche, ou elle est aisée, etc. Donc, tout ça, c'est, n'est-ce pas, la résultante à l'histoire. Et c'est en cela que, pour répondre à ce que disait peut-être M. Mangata tout à l'heure, quand il disait qu'il ne comprenait pas, qu'il avait l'impression, en fait, est-ce que tout n'est pas justement la conséquence directe de notre histoire, notre passé? Ça, c'est une première chose. Et deuxièmement, ma deuxième question pour vous 4 aussi, il semblerait que le colorisme ne soit pas seulement en Martinique. Quand on va en Inde, c'est pareil. Quand on va au Japon, c'est pareil. Les geishas qui ne voulaient pas aller au soleil, elles voulaient rester à l'ombre, elles se mettaient de la poudre de riz sur le visage, etc., pour paraître blanches. C'est un peu partout où la colonisation est passée, il semblerait que le colorisme soit resté. C'est-à-dire partout où les Haïtiennes qui se blanchissent la peau. Et les Africaines, nos sœurs africaines qui sont connues les sociétés de vente de produits pour blanchir la peau. Mais c'est parce qu'elles péjoratisent le colorisme. Parce que ces gens-là partent du principe que être noir, c'est pas bien. Et moi, je renverse la donne et je dis être noir, c'est bien. Et à la limite, j'irais jusqu'à dire que c'est quand t'es blanc que t'as des problèmes. Alors, comment on va passer à la deuxième. Parce que lui, là, qui est en France. Mais c'est ça, on a cet aspect. Alors, pas tout le monde en même temps, s'il vous plaît. L'été, ce sont les Blancs qui vont au bord de la mer. Ils y vont pourquoi? Pour nous ressembler. Ils y vont pour bronzer, pour nous ressembler. Excuse-moi. On pourrait parler du BBL, on pourrait parler des lèvres, on pourrait parler de plein de choses. Alors, juste, Monsieur Thérésine, on va maintenant passer à la deuxième partie de notre émission, c'est-à-dire les solutions. Comment sortir? C'est vous qui disiez que vous aviez, on va commencer par vous, Monsieur Thérésine, que vous aviez une solution. En fait, je n'ai pas de solution. Mais... Ah non, vous parliez tout à l'heure. Oui, non, je disais, j'ai parlé, peut-être que c'est abusivement, j'ai dit que j'ai une solution, mais je ne suis pas apporteur de solution. Après, nous sommes là. Mais j'ai une proposition personnelle. Voilà, c'est ma proposition personnelle. Vous savez, je me souviens, je dis qu'en fait, enfin, je reprends un petit peu, on sait que le colorisme, c'est quoi? C'est bien, vous avez une case noire là,
vous mettez un peu de blanc dedans, ça vous donne une case moins noire, jusqu'à arriver à une case qui est grise en quelque part. Oui. Et chaque case est porteur de privilèges, c'est-à-dire que j'ai d'un pouvoir de nuisance. C'est-à-dire que j'ai la capacité de salir la case qui est en dessous de moi, parce qu'elle est un peu plus foncée que moi, et ainsi de suite. Donc, on est porteur, chaque fois, d'une certaine liberté de nuisance. Parce qu'on peut dire, je peux dire à n'importe qui, ah, ou noué là, il y a qui m'a noué, c'est comme quelqu'un que j'ai entendu, ah ouais, tout le monde qui noie au couillon. C'est ça, j'entends, c'est pas que j'ai, ah ouais, mon noie au couillon, puis on mon noie, puis couillon. Bon, vous savez, c'est une insulte, mais je me dis, mais comment cette personne-là peut le dire aussi librement? C'est le dit librement et puis applaudi par d'autres personnes. Et je crois que on est tous porteurs d'un pouvoir de nuisance, c'est-à-dire un pouvoir de nuire à la personne qui est un peu plus foncée que nous. Le fameux pouvoir de la langue. De la langue, voilà. C'est un pouvoir, etc. Et je crois qu'il faut passer par une déconstruction. Il faut déconstruire ce système-là. Mais qui est capable de déconstruire? Qui est capable dans notre société? Ce sont les enfants. Tout le monde est capable. Oui, tout le monde est capable. C'est un travail collectif. Alors, c'est un travail collectif. Je vais vous dire quelque chose. Chacun le fait à sa manière. Non, je vais vous dire quelque chose. Vous avez un proverbe qui dit « Yo pas qu'à apprendre gros jaco à parler ». Ça veut dire que le gros perroquet, on ne l'apprend pas à parler. Parce que vous avez des comportements qui sont ADNisés. On va dire que ça fait partie de votre ADN. Vous ne vous rendez pas compte, vous avez l'impression que c'est naturel parce que vous avez été façonné dans une société qui a entretenu ce genre de choses. Ouais. Mais quelle partie de la population qui est capable de changer? Ce sont les enfants. Alors, attendez 2 secondes. Je me souviens d'une publicité qu'il y avait. Une publicité, c'était pour l'environnement, où un petit garçon disait à son papa, « Papa, ne salis pas la Martinique ». Je ne sais pas, vous avez tous connu ça. C'était une publicité qui a marqué, parce que cette génération d'enfants-là avait le pouvoir d'intervenir sur des adultes et qui faisaient des bêtises. Donc, et ça a changé beaucoup. Cette génération-là, elle est devenue écologiste. Maintenant, vous avez des jeunes, attention, on ne salit pas, etc. Et tout de suite, ça a changé. Mais moi, je crois que si les pouvoirs, tous les pouvoirs publics, on reconnaissait, il faut d'abord reconnaître le colorisme comme un fléau, d'accord? Et qu'on pouvait dire, par des spots publicitaires, par des spots et tout, qu'on pouvait faire en parler. Le rôle des médias également. Voilà, le rôle des médias, faire en parler, c'est-à-dire que vous avez une expression, par exemple, « Ah, mais ça crée coulis qui ouillé ». Bon, c'est ça qu'on dit. Coulis, voilà, c'est péjoratif. Mais vous avez un enfant derrière qui est dans un spot qui dit non, on ne dit pas, ce n'est pas des coulis, ce sont des Indiens. D'accord? Ce sont des Indiens. Coulis, c'est exactement, c'est servir. Faire l'éducation, en fait. Il fait l'éducation. Oui. Et vous avez des spots comme ça qui vont sortir. Ce que nous entendons, ça crée mêle-noix. Eh bien, attention, vous avez l'enfant. Un projet apporté peut-être par vous, Monsieur Térésine. Ah, je ne suis pas en mesure de le faire. Non, mais le proposer, si Tata est intéressé, c'est Oui, je crois qu'il y a ces slogans-là qui circulent et les enfants, je crois, mais le changement d'une société ne peut passer que par les enfants. La pédagogie. La pédagogie, c'est une nouvelle génération. Moi, je rebondis sur son propos, mais j'y apporte une variante. Effectivement, l'évolution, le changement, ça peut être apporté par les enfants, à condition que finalement, il y ait des transmetteurs et que ces transmetteurs soient des adultes. On peut passer par les médias, on peut passer par les transmetteurs collectifs, les réseaux sociaux, mais je crois que de manière individuelle, il faut que les parents prennent conscience de ce que nous vivons. En tant qu'adultes, nous devons prendre conscience de ce que nous vivons, de l'impact que ça a pour nous, et donc de nous remettre en question et de nous dire, est-ce que je veux que demain, mon enfant porte les mêmes bagages, transporte les mêmes blessures? Et si je ne veux pas, je vais changer ses comportements. Moi, je vais changer mon comportement parce que mon enfant apprend par mimétisme. Si je le fais, il le fait. Si je ne le fais pas, il ne le fait pas. Donc, si j'arrête d'employer ce vocabulaire, ce lexique coloriste, mon enfant ne va pas l'intégrer. Donc, selon vous, les mots comme capresse, que moi j'ai beaucoup entendu, on m'a souvent traité de capresse, moi. Maintenant, d'autres, c'est voilà, coulis manger chien, etc. Il faut bannir. C'est une animalisation des couleurs de peau.
Chabin, Capresse, Mulac. Mais Mulac, ça vient de... Mais oui, ça vient... Il faut effacer ça de notre dictionnaire, parce que finalement, ça se retourne contre nous. On le dit tellement souvent, Chabinan... Vous savez quelque chose, c'est que... Pas tout le monde en même temps. C'est un colon qui vient en Haïti, qui a créé ce qu'on appelle le bestiaire colonial. Courtement, on doit passer à la tribune digitale. C'est une race de mouton. Vous avez un dictionnaire français, vous avez trouvé Chabin, c'est une race de mouton. Caprin, ça veut dire capresse, ça vient de... C'est-à-dire les moutons toujours. Une animalisation. Ça s'appelle le bestiaire colonial. Et nous, alors, je peux conclure aussi sur ma partie, nous, ça dit que l'école, c'est l'école, on est en classe de 3 ans jusqu'à 18 ans, jusqu'au baccalauréat au moins. Bon. Donc, si le système éducatif ou peut-être les programmes éducatifs, les programmes d'enseignement ne changent pas, c'est-à-dire on n'introduit pas dans les programmes d'enseignement, dans la pédagogie, etc., des formes de déconstruction et de reconstruction, eh bien, j'aurai toujours cette reproduction sociale. Parce qu'elle est de deux parties. Elle est dans l'école, mais là aussi dans la rue, elle est partout. Oui. Elle est partout. Nos parents, ce n'est pas la fête de nos parents si on ne peut pas parler comme ça. C'est parce que grand-père parlait comme ça. Voilà. Et grand-père... Alors, quand ce monsieur Souké Bagès dit ça, il écrit ça en 1880, donc ce monsieur il est convaincu de ça. Et toute la société martiniquaise qui est issue de cette période... Monsieur Fonsa, comprenez? La tribune digitale, malheureusement, je suis désolée, j'aurais voulu vous laisser encore plus longuement en parler. Allez, tribune digitale tout de suite. Tribune digitale chez Azitata sous forme de témoignage. Cette personne dit, une jeune femme, je vis à l'étranger. Très foncée de peau, je subis plus de remarques acerbes de la part d'autres Noirs que de Caucasiens qui, eux, me félicitent et me trouvent jolie. Que dira cette jeune femme? Elle est aux études. C'est vrai que ce n'est pas évident, mais les autres nous renvoient souvent en miroir des fois ce qu'on pense de nous-mêmes ou des fois ce qu'eux n'arrivent pas à porter. Peut-être qu'elle a une façon de se comporter et de prendre sa place dans le monde dans lequel elle vit qui fait que les autres n'arrivent pas à faire la même chose et du coup lui rejettent la rage qu'ils ont. Parce que parfois, quand on a une oppression intérieure, justement, elle se transforme en violence. Donc déjà, lui dire ça, que ce n'est pas forcément de sa faute, c'est qu'effectivement, les gens qui sont comme elle n'arrivent pas à faire peut-être ce qu'elle fait. Et parfois aussi, en tant que Noir, on a pris l'habitude de se voir comme un groupe, en fait. Et quand l'un d'entre nous fait quelque chose, eh ben, on peut éprouver soit de la honte, soit de l'admiration, en fait. Donc il y a ce petit côté-là aussi, parce qu'on a tendance à dire le Noir. Et en fait, quand il y a un Noir qui fait quelque chose, c'est comme si tous l'avaient fait. Donc il y a aussi ce truc-là. Et donc, c'est de réussir à continuer à prendre sa place dans l'espace dans lequel elle est. Et voilà, c'est ça le travail. Qu'est-ce que vous en pensez, les autres? Alors moi, je lui dirais simplement, c'est pas parce qu'ils sont plusieurs à penser la même chose qu'ils ont raison. Je crois que c'est le mieux et qu'elle arrête de se focaliser sur ce que certains lui disent et qu'elle décide que elle n'écoute que ce qui lui fait du bien. Mais c'est difficile pour une jeune fille qui est en construction. Elle a 18 ans, elle arrive à l'étranger et elle reçoit beaucoup de... C'est pour ça que c'est intéressant, c'est pour ça que c'est Si c'était facile. C'est une très belle intervention, on est d'accord. Oui, c'est comment armer nos jeunes. Aujourd'hui, en France, on parle des Noirs et des Arabes. Dans la société française, une société qui est une nouvelle société française, on parle que des Noirs et des Arabes, c'est tout. C'est-à-dire qu'il y a une reproduction toujours de l'image coloniale qu'on a des gens qui ne sont pas, comme on dit, des Caucasiens aujourd'hui, qui ne sont pas des Blancs. C'est tout. Alors, ce que je veux dire, c'est que là, il faut savoir que le colorisme, il est parti des pays, des zones qui ont été colonisées, esclavagisées, etc. Et c'est le nœud, enfin, le départ, il est là. Mais il s'exporte. C'est-à-dire que vous avez une communauté, quand vous avez une communauté antillaise, colonisée, etc., quel que soit là où ils seront, ils vont exporter le colorisme. Et cette jeune fille, elle est victime. Elle a été victime de ce colorisme-là. Mais heureusement que de l'autre côté, vous avez des gens qui reconnaissent sa valeur. Et ce que je dois lui dire, c'est que reste à côté de... vous savez, il y a un proverbe, j'aime bien les proverbes, qui dit que, en fait,
famille, c'est ça qui aimeront. Et c'est très simple. Donc, si les gens, ceux qui vous trouvent belle, ceux qui vous trouvent jolie, eh bien, s'ils vous trouvent jolie et puis que ça vous fait plaisir, c'est ça votre famille. Ah bon? C'est pas forcément. Est-ce qu'on ne prêcherait pas c'est pas forcément. Peut-être prêcher davantage la réconciliation de notre. Alors, la réconciliation, c'est difficile parce que ce sont des gens qui ont. Vous savez, ça fait partie de leur ADN. Je vais vous expliquer. Vous pensez qu'on ne peut pas changer? C'est compliqué. Je vous dis pourquoi. Je vous dis, c'est une éducation à la base. J'ai connu des Jamaïcains en Angleterre. C'était des Jamaïcaines et tout. Bon, mais il faut voir comment les Jamaïcains sont élevés, sont éduqués. Ils ont une très forte estime d'eux. Ils sont noirs. Enfin, ils se disent qu'ils sont noirs. Ils sont là. Et ils arrivent, ils ont en Angleterre, ils font valoir leurs droits, leur beauté, comme tout le monde. Alors, profitez-en. Ce sera votre mot de conclusion. Voilà. Si vous voulez bien, s'il vous plaît, Monsieur Térésine, en quelques secondes. Il nous reste moins de 2 minutes d'émission. Est-ce que vous pourriez apporter votre conclusion en quelques mots sur ce sujet, ce phénomène qu'est le colorisme? Je dirais qu'il faut que les Martiniquais, parce que le colorisme varie selon les gens. En Barbade, en Sainte-Lucie, par exemple, il y en a plus. Bon. Ce qui veut dire qu'il faut que nos élus comprennent ce problème, qu'on intègre ce problème-là comme un fléau et qu'on le traite comme un véritable fléau. Qu'il soit, à la limite, judiciarisé de manière à se permettre aux gens de se défendre. D'accord. Monsieur Mangata, merci beaucoup. Alors moi, je voudrais rappeler à tout le monde que l'intelligence, la culture et la bienveillance, ça ne se mesure pas à la couleur de la peau. Parce que quand on regarde autour de nous, on a tendance à se dire qu'il y a des défauts de qualité là. À ce moment. Il y a beaucoup de défauts de qualité. Donc évitez de baser tout ça sur la couleur de la peau. Ce n'est pas parce qu'on est plus clair ou plus foncé qu'on est plus intelligent. Il y a des gens qui sont en train de nous prouver que c'est tout à fait faux. Dans tous les cas. Alors non, messieurs, désolé, on ne peut pas reprendre le débat. Si vous voulez, on en fera une prochaine. À vous, Madame Luteri. Juste pour conclure, je dirais à chacun de prendre sa place, parce que souvent, en tant que Noir, on a peur de prendre sa place, parce qu'on nous dit souvent, on parle trop fort, on rit trop fort. Enfin voilà, c'est-à-dire qu'il y a des clichés autour du Noir qui perdurent, et donc c'est vraiment de prendre sa place, sortir de la pacification, c'est-à-dire de cette volonté de toujours être aimable, parce qu'on n'est pas obligé de se soumettre, justement de cultiver la bienveillance par rapport à l'autre et par rapport à soi, d'aller aussi vers les anciens qui peuvent nous raconter une histoire qui est différente aussi, parce qu'il y a l'histoire dans les livres, mais il y a l'histoire aussi qu'on ne connaît pas, parce qu'on a de grandes figures aussi chez nous, et c'est important de les connaître. Voilà. Super, merci. Monsieur Fonsa. Je dirais comme Césaire, le nègre vous emmerde. Dis donc. Alors, on ne finira pas sur cette conclusion, Monsieur Fonsa. Je vous souhaite une bonne soirée. Et puis, vous l'aurez compris, retenez une chose, que vous soyez ébène, que vous soyez doré, que vous soyez caramel, votre valeur ne passe pas par votre couleur de peau. Attention, votre valeur passe par l'amour que vous donnez aux autres. Alors, continuez à vous aimer en Technicolor. Bonne soirée. À bientôt.